Comment on dit en anglais, pardon my French, mais je ferai mon mieux, vraiment. Cet engagement avec l'œuvre de Jacques, qui a commencé en 67, quand j'ai lu ses poèmes pour la première fois, quelques semaines après mon 20e anniversaire, et puis quelques mois plus tard, quand j'ai fait mes premières tentatives à traduire les poèmes de Gravure et la grande aventure s'est déclenchée. Un travail poétique qui m'a toujours inspiré, secoué, bouleversé. Pendant les 45 ans qui ont suivi cette première rencontre, Jacques a continué à écrire des textes toujours plus beaux et remarquables. Jamais il n'a cessé de prendre des risques, de s'exhorter à frayer de nouvelles voies, approfondissant et renforçant des dons qui m'étaient déjà apparus si évidents dans sa collection inaugurale. Petit à petit, il est arrivé un moment où Jacques, a coupé la syntaxe d'une manière plus radicale. Cela lui a donné une vitesse dans l'expression poétique qui est devenue vraiment incomparable. Lire Jacques, c'est comme écouter une pièce de musique. On le ressent dans le corps. Pendant ces 45 ans, il s'est trouvé de plus en plus lui-même. Il n'a jamais renoncé. Il a pris de l'âge et son esprit est toujours resté jeune. Jacques Dupin, poète, un grand poète, qui sera lu aussi longtemps que la littérature française existe. Mais pour moi, même plus important que son travail extraordinaire, il y a Jacques Dupin, l'homme, l'ami, mon ami depuis notre premier échange de lettres en 68 ou 69. Février 71, j'arrive à Paris où je resterai pendant 3 ans et demi. Et la première personne à qui je rends visite, c'est Jacques. Notre première rencontre face à face, en chair et os. Christine est en voyage, donc par là. Et nous sortons au restaurant ensemble avec sa fille de 14 ou 15 ans, Hélène. Je suis bien sûr assez nerveux pour commencer. Et après l'avoir vouvoyé quand nous nous sommes serré la main, il me met rapidement à l'aise en insistant pour que je lui dise tu. Après le dîner, nous retournons à son appartement où nous restons tard dans la nuit à boire, à fumer et à parler de tout. De la littérature, de la peinture, de la politique, de tout. C'est le début d'une amitié qui a continué ininterrompue jusqu'à la fin. Je me demande maintenant, combien de repas ont-on pris ensemble? Combien de bouteilles de vin bu ensemble? Combien de cigarettes fumées l'un dans la présence de l'autre? Combien de conversations? Combien de paroles échangées? Trop nombreux à compter. Je ne le sais pas encore, mais après cette première rencontre, une trame est déjà en train de se tisser. Pratiquement tout ce qui m'arrive d'heureux ou de chanceux pendant mes années en France est lié d'une façon ou d'une autre à Jacques. Je suis pauvre, je vis de presque rien. À maintes reprises, Jacques et Christine m'invitent à dîner chez eux. Et à chaque fois, nous restons tard dans la nuit à discuter. Un jour, je déjeune avec lui à côté de la Galerie Mag. Et quand il me demande comment je me porte financièrement, je lui dis que je suis dans l'attente d'un chèque pour un travail déjà réalisé et suis plutôt à court de liquide. Sans dire un mot, Jacques met son main dans sa poche, en tire son porte-monnaie et commence à détacher des billets de 50 francs l'un après l'autre, 300 francs en tout si je ne me trompe pas. Il pousse l'argent à travers la table en ma direction, et quand je lui dis que je ne peux pas accepter, il hausse les épaules à la Dupin. Un geste laconique très particulier à lui, et lui seul, me disant silencieusement de ne pas m'en faire.
Ce n'est que de l'argent. À quoi servent les amis? Je refuse une fois, encore une fois, mais il ne veut pas en entendre parler. Prends-le, dit-il. Je n'ai pas besoin, n'y pense plus. Après cela, il commence à me donner du travail. Les éditions MAG viennent de publier un certain nombre de monographies d'artistes de la galerie et il m'embauche pour en traduire quelques-unes en anglais. C'est bien payé. Il est question d'un éditeur anglais qui s'intéresserait à toute la série, mais cela n'a pas abouti. Au second ou troisième livre, je comprends que Jacques a créé ce travail pour moi. Peut-être il y avait un éditeur anglais au début, mais maintenant il n'y a pas d'éditeur anglais. C'est une façon de me donner l'argent tout en préservant ma dignité. En 1972, mes finances déjà précaires deviennent dramatiques. Je ne peux plus garder dans l'appartement du 15e arrondissement. Quand ils apprennent mes déboires, Jacques et Christine m'offrent leur chambre de bonne au 6e étage de leur immeuble, sans loyer. Pas de question, s'il te plaît. Est-il possible que de tels gens existent, qu'une telle générosité existe dans ce monde misérable? Gratuitement, je vis dans leur immeuble, mon courrier est livré chez eux, je suis dans l'appartement chaque jour pendant 1 an. Je suis invité 100 fois à dîner. Christine, cuisinière magnifique, fait des repas extraordinaires, et moi, qui n'ai pas un sou, j'ai le logement et des dîners superbes, grâce au du pain. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas les aimer pour toujours et honorer leur nom pour cette générosité sublime? Cher Jacques, je voudrais te remercier pour tout ce que tu m'as donné. Pas seulement ton travail, pas seulement ton amitié, mais les leçons vitales que tu m'as enseignées à propos de ce qui signifie être humain. Et comment pour ceux d'entre nous qui écrivons et faisons de l'art, ceux d'entre nous qui appartenons à cette bande d'esprits obsessionnels et élancés, il y a cette responsabilité de protéger ceux qui luttent, ceux qui sont jeunes, ceux qui n'arriveront pas si nous ne leur tendons pas la main pour les aider à se remettre sur pied. Il y a bien des années, tu m'as tendu la main et je n'ai jamais oublié. Je pense à toi tous les jours et chaque jour j'essaie d'être à la hauteur de ton exemple. Adieu Jacques, invisible maintenant peut-être, mais toujours présent. Merci.